Parfait. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire intitulé Sécuriser l'accès à l'eau dans un contexte de changement climatique. Alors, mon nom est Nathalie Côté. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour animer la rencontre. Alors, j'aimerais tout d'abord demander à ma collègue Cyrine de faire quelques consignes sur l'utilisation de Zoom en mode webinaire. Oui, merci Nathalie et bonjour à tous. Donc, comment ça se passe le Zoom en mode webinaire? C'est simple, vous n'avez pas accès à votre caméra, c'est tout à fait normal et votre micro est aussi bloqué. Donc, comment ça fonctionne si vous voulez communiquer avec nous? Si vous avez des problèmes techniques tout au long du webinaire, vous avez juste à aller en bas de votre écran et cliquer sur discussion ou chat et écrire votre question, puis on essaiera de vous aider si vous avez des problèmes de micro pour écouter quoi que ce soit. Si par contre vous avez des questions relatives au webinaire, à la présentation, on vous demandera, en fait, on n'y répondra pas au cours de la présentation, on n'y répondra qu'à la fin. Par contre, si vous avez une question qui vous vient en tête et vous avez peur de l'oublier, n'hésitez pas à l'écrire tout de suite. À ce moment-là, vous allez en bas de votre écran aussi, mais dans le Q&R ou Q&A, et vous inscrivez de là-bas votre question. On y répondra à la fin de la présentation. Aussi, à la fin de la présentation, vous permettra d'ouvrir vos micros si vous voulez parler, poser votre question plus facilement à l'oral. À ce moment-là, il suffit de cliquer en bas de votre écran sur « Lever la main ». Et là, c'est le signe pour nous de vous ouvrir le micro. Et donc, avec ça, ça fera le tour et bonne présentation à tous. Merci Cyrine. Alors, je vais vous présenter ce soir, on aura deux conférenciers. La première personne sera Mme Stéphanie Landry, agronome, qui vient du MAPAC. Et ensuite, sera intercalé à un certain moment M. Sylvestre Delmotte, agronome, qui est consultant et qui va venir nous parler aussi là, au niveau de l'eau. Et Cyrine et moi serons là pour vous accompagner tout au long de la soirée pour différentes questions. Avant de débuter, j'aimerais juste préciser que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins, Agriclimat, le réseau Agriconseil et le programme VBP+. Fait qu'à ce moment-ci, moi, je vais arrêter mon partage et je vais laisser le plancher à Mme Stéphanie Landry. Oui, donc bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter le bilan d'un projet que nous avons fait là, dans la MRC des Basques. En fait, pour juste mettre la table, je suis agronome au ministère de l'Agriculture, comme Nathalie l'a dit. En fait, ma spécialité est la production ovine, quoique je m'intéresse beaucoup aux productions animales dans leur ensemble. Ça fait plus de 20 ans que je pratique et l'enjeu de la qualité de l'eau en élevage m'a toujours beaucoup préoccupée. Donc, dans 2019-2020, je vais vous partager mon écran. Nous avons réalisé là, dans l'Est du Québec, dans le fond au Bas-Saint-Laurent, un projet pilote dans la MRC des Basques sur la gestion de l'eau en élevage. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter un peu les conclusions là, de ce projet-là. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un peu l'équipe, une mise en contexte du projet, le pourquoi, nos objectifs, ainsi que quelques mises en garde sur l'interprétation des résultats, les résultats, et nous poursuivrons avec certaines pistes de réflexion. J'étais responsable de la coordination du projet et nous avons travaillé avec des partenaires de la MRC des Basques qui nous ont aidés là, dans la collecte d'informations, ainsi que plusieurs professionnels là, de l'équipe de la direction régionale du Bas-Saint-Laurent, mes collègues qui ont travaillé avec moi. Puis je tiens également à en profiter là, pour remercier les entreprises qui ont généreusement participé à la collecte d'informations via des questionnaires et la prise d'échantillons. Donc, mettre en contexte un peu le projet, comme je vous disais d'entrée de jeu, moi, ça faisait longtemps que j'avais la préoccupation au niveau de la qualité et la quantité d'eau offerte là, en élevage. Puis, il y a peu de documentation, il y a peu de projets qui ont été faits sur le sujet. Donc, ce n'est pas nécessairement mesuré. Fait que c'était beaucoup des ressentis qu'on avait. Donc, c'était intéressant de faire un projet pour venir mesurer cet élément-là, voir si c'était vraiment présent là, dans le champ, si on veut. C'est clair que maintenant, les changements climatiques et aussi la concentration des élevages pourraient conduire là, à un appauvrissement là, de l'eau offerte. La présomption d'enjeu dans le milieu avec la qualité de l'eau.
par ma pratique, souvent, des fois, des éleveurs me mentionnaient des enjeux de maladies récurrents qui pouvaient peut-être se positionner des fois plus avec, comme exemple, la crue des eaux au printemps ou le fait que les producteurs prennent l'initiative d'installer des systèmes de traitement d'eau. Donc, c'est tous des éléments qui pouvaient venir un peu comme à nos oreilles pour nous dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas indirectement des enjeux au niveau de la qualité de l'eau en élevage. Aussi, bon, si je regarde dans mon cas, au niveau du Bois-Saint-Laurent, on a eu quand même quelques années de sécheresse en continu. Donc, ça a potentiellement amené des enjeux au niveau du manque d'eau. Donc, de plus en plus, des fois, on entendait des producteurs qui avaient mentionné des manques d'eau. Et il faut comprendre que la ressource eau, ben, c'est l'affaire de tous, hein. Puis au-delà de l'élevage, ben, le maraîchage a aussi besoin d'eau et les gens qui viennent vivre aussi en milieu agricole. Donc, c'est pratiquement un enjeu d'ordre là, public aussi par ricochet, la qualité de l'eau. Donc, les objectifs de notre projet, on a choisi la MRC des Bâches. Je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, mais c'est une MRC pas parce qu'elle avait des problématiques particulières, mais plutôt parce qu'elle était d'une taille où on était capable de réaliser à petite échelle là, un projet concret et que les responsables de la MRC étaient vraiment enclins à collaborer là, avec le ministère pour faire un petit projet pilote. L'idée du projet était vraiment de venir sensibiliser les producteurs et les intervenants à la gestion de l'eau en élevage. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, l'idée était par des questions et par ce projet-là, de venir vraiment sensibiliser, venir un peu lever des drapeaux sur est-ce une préoccupation qu'on devrait qu'on devrait s'attarder davantage. Par la même occasion aussi, donc soulever des préoccupations et éventuellement voir à initier là, des projets porteurs. C'est d'ailleurs ce que je vais vous parler un petit peu plus loin. Là, j'ai mis ici un avant-goût de la situation pour un projet plus grand. C'est d'ailleurs là, ce qui est en cours, puis je vais conclure ma présentation un petit peu avec ça, le projet PAR. Je vous en parle là, dans quelques minutes. Néanmoins, la méthodologie, en fait, là, comment on a fonctionné pour notre projet, il y a eu un questionnaire, donc une série de questions. Donc, on va parler d'une interprétation de résultats qui est plus subjective. Et on a également fait une série d'échantillonnages. On a échantillonné l'eau en début de ligne avec ce qu'on appelle une analyse complète, donc à la fois bactériologique et chimique. Et en fin de ligne, où est-ce que cette fois-ci, on ne prenait que l'analyse bactériologique. Il faut comprendre que dans tout bon projet, surtout des projets pilotes, bon, on a eu différents petits enjeux, là, entre autres là, la COVID qui est venue un petit peu là, ralentir notre prise de données. Donc, les résultats se retrouvent à être un petit peu comme en deux temps. On avait une prise d'échantillon qui a été faite en mars 2020 et une deuxième prise d'échantillon qui a été faite plus à la fin et mi-octobre. Concrètement, les résultats que je vais vous présenter, on n'a pas tenu compte du moment de l'année, mais c'est éventuellement peut-être une préoccupation qu'on pourrait avoir puis qu'on se questionne à savoir est-ce que, exemple, avec la crue des eaux au printemps, on pourrait voir une différence là, entre des constats d'été, de printemps, même des constats d'été versus des constats d'automne. Fait que ça reste une hypothèse là, qui peut être dans l'air par rapport à l'approvisionnement en eau. Initialement, dans le projet, on voulait valider autant la qualité que la quantité, mais malheureusement, bon, l'aspect quantité d'eau offerte, on n'a pas été en mesure de le mesurer, donc je n'aurai pas là, de résultats à vous présenter là-dessus. Et bon, des petits enjeux d'ordre administratif là, qui ont rendu un petit peu l'interprétation des données un petit peu plus complexe. Néanmoins, j'ai quand même quelque chose à vous mettre là, sous la dent. Donc, comme je vous disais, la MRC des Basses, c'est quand même une MRC qui a une taille qui est intéressante, donc avec à peu près 79 entreprises inscrites au MAPAC et on a 21 entreprises qui ont participé. Donc, ça nous fait un échantillon là, de l'ordre de 26,5 %, donc une entreprise sur 4. Fait que c'est quand même intéressant pour des données collectées de 45 échantillons. Là, vous allez me dire, bon, 21 entreprises, 45 échantillons, mais en fait, il y avait 2 échantillons par entreprise et on a quelques entreprises qui avaient plus d'un puits. Donc, il y a certaines entreprises qui ont fait faire 2 ou maximum 3 analyses.
Donc, avant de vous présenter les résultats, là, je tiens vraiment à vous mentionner ici, à mettre en garde là, les données, en fait, comme je vous disais, c'est un projet pilote. Donc, l'idée était vraiment de venir sensibiliser. Plus, ce que je souhaite là, en vous présentant les résultats de ça, c'est d'avoir une prise de conscience sur la gestion de l'eau en élevage, de savoir est-ce qu'on doit se préoccuper de cet élément-là. Fait que je vous invite là, c'est correct de retenir les chiffres, mais ça n'a vraiment aucune valeur nécessairement statistique. Fait que c'est vraiment à prendre avec un grain de sel, mais c'est plus l'idée générale, donc l'idée de fond là, que je vous invite là, à retenir. Donc, d'entrée de jeu, c'est intéressant de voir un peu la répartition des types d'entreprises qui ont participé. On a essayé de faire attention aussi. On sait que le lait est un secteur quand même assez bien représenté au Québec, mais là, dans ce cas-ci, on voulait quand même pas dépasser la limite de 50 %. Donc, on a 43 % de nos entreprises qui étaient dans le secteur laitier, un 24 % au niveau du secteur ovin, bovin couvert à 19 % et un petit peu de porc là, pour 14 %. Dans nos questions, on a questionné à savoir si les gens avaient été munis d'un puits de surface versus artésien. Fait que ce qu'on peut quand même conclure, ben, c'est qu'il y avait 53 % des entreprises qui étaient en puits artésien. Fait que c'est quand même pas loin de la moitié, 50-50. On avait, bon, comme ici, 7 entreprises qui possédaient plus d'un puits. Et fait important qui est un petit peu, que je me permets de lever un drapeau, là, 65 % des puits de surface qui ont été analysés avaient des résultats hors normes au niveau des coliformes fécaux. Donc, comme je vous disais, les résultats sont à prendre avec un grain de sel, mais est-ce qu'on peut se questionner sur la qualité de nos eaux de surface? Point d'interrogation, c'est ce que ça peut nous amener à réfléchir. Une autre question dans notre questionnaire portait sur l'identification des puits. Moi, je me rappelle, là, dans le début de ma pratique, j'ai travaillé un petit peu en agro-environnement, puis il y avait eu des campagnes qui avaient été faites au niveau des clubs agro-environnementaux pour l'identification des puits. Et force est de constater que c'était bien, mais quand même, 47 % des puits en tout cas des entreprises dans la MRC qui ont participé, des entreprises qui ont participé, n'étaient pas identifiées. Et de ce nombre, dans notre étude, on réalise que 30 % des puits non identifiés sont des puits de surface. Donc, ça peut nous amener des éléments de réflexion pour la suite des choses. Une autre question qu'on a soulevée, c'était de savoir si l'approvisionnement en eau était conjointe à la fois pour la résidence et la ferme. Ce qu'on peut voir, c'est que 38 % des répondants ont signifié que leur puits est à la fois conjoint pour la maison et la ferme. Ce qui est intéressant ou inquiétant, c'est quand même que 50 % des puits partagés, donc là, vous allez me dire, c'est 50 % du 38 %, donc peut-être ça ne fait pas tant d'entreprises que ça, mais ça reste que des puits contaminés au E. coli, ben, c'est pour la santé humaine, il y a une préoccupation à avoir. Fait que c'est un peu cet élément-là que j'aimerais que vous reteniez. Dans le fond, est-ce qu'on doit s'inquiéter éventuellement au niveau de la qualité de l'eau pour notre propre bien-être là, en tant qu'humain? Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de qualité de l'eau, c'est qu'on peut le décliner là, en 3 grandes catégories. Donc, tout ce qui est organoleptique. Donc, est-ce qu'elle est agréable à boire? Est-ce qu'elle est claire? Les odeurs. Tandis que lorsqu'on parle physico-chimique, ben, là, on fait référence plus au fer, au manganèse, au nitrate. Et les bactéries, là, c'est là qu'on parle de virus, de bactéries, de protozoaires, donc le fameux là, E. coli. Je vous mentionnais un peu ces catégories-là parce que dans notre questionnaire, on a demandé aux entreprises comment ils apercevaient leur eau, la qualité de leur eau. Et quand même, seulement 41 % ont qualifié leur eau comme la considérant bonne. Sinon, vous pouvez voir là, dans le cercle là, les différents commentaires. Donc, on sait qu'il y a des entreprises qui ont des enjeux avec le fer. Il y en a qui étaient même conscients un petit peu d'avoir des coliformes.
ou sulfureux, mais quand même, c'est 32% des répondants qui ont signifié avoir des problèmes de dureté. Puis je tenais à le soulever, dureté, parce que on sait qu'au niveau de la production laitière, ben, une eau dure va entraîner des enjeux plus au niveau du nettoyage, au niveau du système de traite pour le nettoyage, mais dans le bovin, ou en tout cas dans le vin particulièrement, les fameuses buvettes à poussoir qui se ramassent souvent bouchées, ben, on peut se questionner justement avec des enjeux de dureté sur la disponibilité de l'eau. En fait, c'est pas tant sur sa qualité, ça change, ça change ça n'a pas tant d'impact sur l'abreuvement, mais sur les équipements. Puis ça, c'est à considérer quand même en élevage. Au niveau bactériologique, là, je ne sais pas si le tableau va vous sembler clair, mais dans le fond, on a voulu quand même séparer le secteur laitier des autres productions, considérant notre hypothèse était aussi que le secteur laitier, avec le contrôle laitier, le suivi des fois un peu plus rigoureux par rapport à la qualité de l'eau, qu'on pourrait peut-être voir une différence par rapport aux autres secteurs d'activité. Donc, les deux premières colonnes, vous avez la première, dans le fond, ça se trouve être le lait, le secteur laitier. Comme je vous disais, il y avait eu 2 échantillons. Donc, c'est le premier échantillon à l'entrée de la ligne et la deuxième colonne, qui est un peu verdâtre, c'est analyse pour le secteur laitier en fin de ligne. Vous avez ensuite début de ligne pour les autres productions et fin de ligne pour les autres productions. Donc, ici, on a décliné coliformes totaux, le colis et les entérocoques là, pour le troisième bloc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand même 48 ça ici, là, dans le fond, ça représentait 48 des entreprises qui ont à différents niveaux une eau contaminée à la source. Et 48 ça, c'était la moyenne lait et autres. Quand on prenait juste les autres productions animales, donc on parle ici, là, dans le fond, l'ovin, le bovin et le porc, on était à 58 Donc, on peut suspecter que peut-être que les autres productions sont un petit peu plus à risque. Puis, dans le fond, ça faisait un peu... les résultats allaient un peu dans le sens que je pouvais m'y attendre, du fait que, en tout cas, la production ovine ou bovine, des fois peut-être moins assidue au niveau de la qualité de l'offre de l'eau, le contrôle de l'eau. Et la présence de coliformes était plus élevée en fin de ligne, ce qui est, on peut considérer, on pouvait s'y attendre aussi, mais ça amène un questionnement sur la fréquence de nettoyage des lignes d'eau, à savoir que plusieurs entreprises même n'ont jamais fait cet exercice-là de nettoyer leurs lignes à eau. Considérant les paramètres physico-chimiques, comme je vous disais, on l'avait vu un peu tantôt, la dureté était un élément qui avait été soulevé de la part des entreprises et clairement, c'est 38 des entreprises qui ont présenté là, un niveau de dureté supérieur à la norme. Donc, c'est quand même un enjeu là, à considérer, comme je vous disais, pour l'entretien, entre autres, des équipements. On avait un petit peu au niveau des pH, puis ça, au niveau peut-être métabolique, là, à certains égards, ça pourrait venir avoir quelques enjeux là, au niveau du système métabolique des animaux, mais sans être là, complètement alarmant, mais c'était quand même dans les hors normes. Ici, je poursuis encore avec les analyses physico-chimiques. Ce que j'aimerais porter à votre attention ici, là, celui qui nous a le plus interpellé, c'était au niveau des nitrites, nitrates. C'est quand même 14 des entreprises qui ont dépassé cette limite-là permise. Puis souvent, c'est des enjeux au niveau de la fertilisation de champs à proximité des puits ou des éléments comme ça. Donc, on peut, comme je vous disais là, depuis le début, c'est vraiment de lever un drapeau à dire est-ce qu'on doit se questionner face à nos pratiques? Est-ce qu'on doit se questionner face à différents éléments là, qui sont autour là, de la gestion de l'eau en élevage. Donc, on a vu un petit peu de fer aussi et de manganèse là, qui dépassaient là, un petit peu les normes. Fait que fer et manganèse, ça dépend encore là toujours. C'est pas toujours évident dans la littérature de voir les impacts. Ça dépend des élevages, des espèces. Mais pour les ruminants,
le ruminant semble mieux tolérer là, des variations au niveau de ce type de paramètres-là, mais quand même, ça peut avoir des impacts sur les performances animales là, lorsque c'est fréquent là, sur une longue période. Donc, juste pour être un peu interactif, parce que je ne vous vois pas, mais l'équipe va lancer une petite question à l'effet. Est-ce que vous avez déjà fait analyser l'eau de votre ferme? Donc, je vous invite à répondre au questionnaire. Je pense que vous êtes capable de répondre en ligne, ceux qui sont présents. Je vous laisse quelques minutes. Je suppose que je vais voir les résultats. Je laisse encore un peu le temps que ça... Oui, non, mais ça va apparaître. Oui, je sais. exactement. OK. Je vais fermer le questionnaire. Je pense que tout le monde qui voulait répondre a répondu. Et voilà. Vous pouvez voir les résultats. Donc, on a répondu oui à 71 et non à 29 Donc, c'est quand même bien. Ça veut dire que les gens présents ont une conscience par rapport à ça. Puis pour les 29 ben, peut-être que la présentation que je viens de faire va vous donner le goût d'investiguer un petit peu plus. Parce que souvent, les gens me disent, oh, on n'est pas malade, tu sais, je la bois puis j'ai pas de problème. Mais au-delà de ça, il y a quand même peut-être je pense qu'une fois de temps en temps, en tout cas, idéalement, on parle d'une fois par année là, qu'on devrait analyser l'eau. Ça, c'est une question aussi qu'on avait posée dans notre questionnaire, à savoir si les entreprises s'étaient munies d'un système de traitement d'eau. Et quand même, 25 des entreprises qui ont participé au projet possèdent un système de traitement d'eau. Ce qui était un peu, j'aurais envie de dire, pas inquiétant, mais questionnable, là, c'était que quand même 40 de ces entreprises qui avaient rencontré un problème de contamination, qui ont installé, en fait, 40 des entreprises qui ont installé un système de traitement d'eau, que le système est installé depuis plus de 5 ans, avaient encore des problèmes de contamination. Je ne sais pas si vous avez quoi. Si je me suis bien exprimée, je m'excuse. Mais ce que ça veut dire finalement, c'est que au-delà d'installer un système de traitement d'eau, il faut aussi l'entretenir. Fait que la raison dans le questionnaire de savoir si les gens avaient un système de traitement d'eau et c'était aussi de savoir quel type de système ils installaient, puis l'entretien qui vient avec. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les gens avaient soit des lampes UV, des adoucisseurs ou des systèmes infrarouges et que c'est généralement la présence de coliformes qui motive l'installation d'un système. Mais quand même, 40 des entreprises que leur système est installé depuis plus de 5 ans, dans nos tests, dans le fond, avaient encore des coliformes. On peut se questionner là, sur l'entretien du système. Donc, le message, c'est peut-être de dire prévoir l'achat du système, mais prévoir aussi les coûts pour l'entretien et la mise à jour là, du système pour que ça demeure performant. On a eu une question aussi sur le manque d'eau. Là, dans le fond, c'est un enjeu ici là, qui est vraiment très variable. La question, c'est avez-vous déjà manqué d'eau? Fait qu'on peut parler là, d'un manque d'eau qui va d'une longue période à quelques heures seulement. Donc, est-ce que vous avez eu un enjeu de manque d'eau? Et c'est quand même 9 entreprises là, qui ont déclaré un manque d'eau. Ça représente 42,8 des entreprises. Fait que c'est quand même, j'aurais envie de dire, inquiétant. En fait, moi, puis encore là, c'est juste un drapeau, mais ça veut dire il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité qu'il faut peut-être envisager de se questionner pour l'élevage. Fait que on a posé la question si c'était en 2019, en 2018 ou avant, parce que comme je vous avais dit d'entrée de jeu, au Bas-Saint-Laurent, on avait quand même eu des étés de sécheresse. Fait que on ne peut pas vraiment dire que c'est. Il y avait quand même eu des enjeux avant là, les gros étés de sécheresse. Fait que c'était pas nécessairement là, à court terme des enjeux là, liés aux conditions climatiques.
Et malheureusement, s'il y en a qui avaient la question à savoir est-ce qu'il y avait une différence au niveau du manque d'eau, si c'était un puits de surface versus un puits artésien, malheureusement, on n'est pas capable là, de vous donner cette information-là. Une autre petite question pour vous. Dans votre cas, est-ce que vous avez déjà manqué d'eau sur votre ferme? Fait que je vous laisse répondre. Donc, oui à 32 %, non à 68 %. Ben, vous voyez, je trouve que ça ressemble presque au résultat de la MRC des Basques. Donc, quand même, 32 ça représente quand même un tiers là, des participants. Fait que ça me confirme encore que je pense que c'est un bon sujet qui peut nourrir là, des questionnements pour les prochaines années. Donc, je ne sais pas si vous en êtes à la même place que moi, mais nous, en tout cas, en analysant les résultats puis en faisant le rapport final, ce que ça nous a permis de déduire, c'était qu'il y a bel et bien une préoccupation qu'on doit avoir sur la qualité de l'eau sur les entreprises d'élevage. Assurément qu'il faut faire très attention aux résultats que je viens de vous présenter. Je pense que c'était un projet pilote. L'idée était simplement comme je vais me répéter, mais de lever des flags, juste voir des questionnements pour peut-être nous conduire vers des projets plus sérieux, plus structurés au niveau scientifique pour vraiment venir quantifier les problématiques rencontrées. Mais je pense que le projet a quand même avait sa raison d'être et un des grands objectifs qui était de stimuler la sensibilisation à l'enjeu de la gestion de l'eau. Ça, je pense sincèrement qu'on y arrive. Puis c'est un peu encore un résultat de cet objectif-là, de pouvoir vous présenter le projet ce soir. Donc, oups, je suis allée trop vite. Excusez. Un peu, je vais reculer. Ah, je suis capable comme ça. Attendez. Voyons. Bon, le punch. Écoutez, dans le fond, ici, on faisait une petite pause. Je pense que c'était pour introduire Sylvestre qui va apporter un autre angle avant que je puisse vous présenter un petit peu les pistes de solutions suite au projet. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. Merci, merci Stéphanie et bonjour à tous. Mais moi, je vais continuer sur le thème surtout de la disponibilité de l'eau, puisque je propose de vous apporter un petit éclairage sur finalement comment les changements climatiques pourraient influencer la disponibilité de l'eau en agriculture. Donc, comme ça a été dit en introduction, moi je suis consultant, je travaille sur différents projets, notamment j'ai travaillé sur les projets RADO qui étaient financés par le MAPAC jusqu'en 2021. On a étudié les conséquences des changements climatiques sur la disponibilité de l'eau en agriculture. Aujourd'hui, je travaille aussi sur le projet AgriClimat, dans lequel on s'intéresse aussi à l'adaptation au changement climatique. Donc, la question de l'eau, c'est sûr que c'est une question qui est vraiment importante. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on se questionne aussi par rapport au changement climatique? C'est qu'on sait que les bovins, mais c'est aussi vrai pour les ovins et tous les autres animaux qui sont élevés au Québec, plus il fait chaud, plus ils vont avoir tendance à boire de l'eau. C'est pas non plus exponentiel. Si vous avez en tête qu'une vache en lactation, en élevage bovin, boit à peu près 50 litres par jour quand il fait environ 20 degrés, elle en boit à peu près 70 quand il va faire 30 degrés ou plus. Donc, c'est sûr qu'elle en boit plus quand il fait plus chaud. Et on peut s'attendre à ce que les besoins en eau pour les élevages augmentent un petit peu avec les changements climatiques, notamment du fait de la hausse des températures. Mais ce qui nous a inquiété le plus, ou ce qui nous a questionné le plus, c'est comment finalement les changements climatiques vont aussi influencer la disponibilité de l'eau pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, je vous parlerai surtout de l'aspect disponibilité. On va parler à deux niveaux. Premier point, donc qu'est-ce qu'on sait des impacts potentiels des changements climatiques? Puis éventuellement, on pourra discuter des outils. Pour commencer, il y a deux sources qui sont possibles. Ça a été introduit tout à l'heure dans la présentation de Stéphanie. Quand on est en production animale,
on va souvent utiliser de l'eau qui va provenir de puits, soit de puits qu'on appelle donc des puits artésiens, donc on parle ici d'eau souterraine. Donc en fait, on va chercher de l'eau qui n'est pas dans l'aquifère granulaire ou l'aquifère de surface, qui est dans ce que les hydrologues appellent les aquitars, donc des eaux souterraines dans des nappes phréatiques qui sont souvent beaucoup plus profondes. Mais on peut aussi utiliser de l'eau de surface qui peut provenir soit d'étangs, soit de cours d'eau, soit de puits de surface, donc des puits qui vont être beaucoup moins profonds, comme on peut le voir ici sur l'image, et qui vont aller chercher ce qu'on appelle en hydrologie l'aquifère granulaire, donc la nappe phréatique de surface. Pourquoi c'est important de distinguer ces deux sources-là? C'est parce que les changements climatiques ne vont pas avoir nécessairement les mêmes impacts sur les ressources si on parle d'eau souterraine ou d'eau de surface. Avant de continuer, j'avais aussi un petit sondage, une petite question pour vous. Puis ici, il y avait 3 réponses possibles. Ce que je voulais voir, c'est quelle est la principale source d'eau que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez surtout de l'eau souterraine? Souvent, ça va être par un puits artésien. Est-ce que vous utilisez de l'eau de surface par un puits? Ou éventuellement de l'eau de surface qui serait extraite depuis un étang ou un cours d'eau? On peut penser à ça si vos animaux sont essentiellement au pâturage, par exemple. Donc, on vous laisse répondre. Et donc, vos réponses sont exactement les mêmes réponses que celles que tu avais, Stéphanie, pour la MRC des Basques, soit quasiment moitié-moitié, mais je pense que les pourcentages sont même exacts, de l'eau souterraine et de l'eau de surface, mais toujours par des puits, donc pas via des étangs et des cours d'eau. Donc, du coup, je passerai peut-être plus vite sur cet aspect-là dans ma présentation. On commencerait donc par regarder la première source, donc l'eau souterraine. Qu'est-ce qu'on sait des changements climatiques et de l'impact potentiel des changements climatiques sur cette ressource? Première chose, quand on parle de l'eau souterraine, c'est vraiment important de distinguer ce qu'on appelle la recharge de la nappe versus sa productivité. Ce qu'on appelle la recharge, c'est la quantité d'eau qui chaque année va rejoindre la nappe phréatique et va venir, là, entre guillemets, re-remplir ou remplir la ressource dans laquelle on va prélever de l'eau. Donc ça, c'est une partie des précipitations qui va s'infiltrer jusqu'en profondeur et qui va donc rejoindre la nappe. Mais on peut voir aussi que, comme on voit sur le schéma, suivant où est-ce qu'on est situé, les nappes peuvent avoir une direction d'écoulement, un écoulement qui peut être régional, qui fait en sorte que la recharge de la nappe ne provient pas nécessairement uniquement de l'infiltration des précipitations là où on est, mais ça peut aussi être des précipitations qui s'infiltrent en amont et qui vont, par l'écoulement latéral de la nappe, venir re-remplir la nappe là où on est situé. Quand on parle de la productivité, c'est en fait la quantité d'eau qu'on peut extraire de la nappe quand on fait un forage à un endroit donné, donc quand on creuse un puits. Et là, souvent, on va exprimer cette productivité en termes de débit, donc en termes de gallons par minute ou en termes de litres par seconde. Et souvent, ce qui se passe quand on parle d'eau souterraine, c'est que ce qui limite finalement le prélèvement, c'est la productivité de la nappe. C'est-à-dire que là où on creuse, on n'est pas capable d'avoir un débit suffisant par rapport à nos besoins. Dans de rares cas, on a des situations où la recharge est insuffisante et ça fait en sorte que le niveau de la nappe baisse. Et dans ce cas-là, on a un enjeu puisque notre pompe n'est plus capable d'aller chercher de l'eau parce que l'eau a trop baissé dans le puits. On voit alors apparaître une cône de rabattement comme on a ici sur l'image. A priori, ce qu'on sait, c'est que les changements climatiques, ils vont surtout intervenir sur la recharge de la nappe phréatique. Ils n'auront pas d'influence sur la productivité parce que la productivité, elle est vraiment liée à la géologie du sous-sol, en fait, à comment est-ce que l'eau s'écoule dans la nappe phréatique et comment est-ce que notre puits, finalement, est capable de se recharger rapidement, c'est-à-dire que quand on pompe, le cône de rabattement disparaît rapidement. Par contre, effectivement, les changements climatiques pourraient influencer la recharge. Et ça, donc, c'était une question qui nous intéressait, qui intéressait en fait plusieurs équipes de chercheurs. Au Québec, on a notamment toute une équipe de chercheurs, notamment de l'UQAM, mais aussi avec des chercheurs d'Oranos, qui ont publié en 2022 la première étude qui s'intéressait à l'impact des changements climatiques sur les eaux souterraines, mais qui prenait aussi en compte le lien qu'il y a entre les eaux souterraines et les eaux de surface, parce que
on sait que ce sont deux sources d'eau qui ne sont pas déconnectées. Puis ici, là, on va prendre deux exemples à titre d'illustration, à travers deux bassins versants qui sont à deux endroits différents dans le territoire du Québec, mais qui sont aussi avec des climats contrastés. Le bassin versant tout au sud, qui est le bassin versant de la rivière Châteauguay, et puis à l'est, ici sur la carte qui illustre le périmètre qui a été couvert par l'étude, le bassin versant de la rivière Chaudière. Donc on est plus en Chaudière-Appalaches dans le deuxième cas, en Montérégie dans le premier cas. Ce qui est intéressant avec l'étude qu'ils ont fait, c'est que ce qu'ils ont constaté, c'est que la recharge annuelle de la nappe phréatique, elle va être influencée par les changements climatiques. Donc là, ici, ce qu'ils ont regardé, c'est si le climat évolue, comment est-ce que ça va influencer la recharge. Les chiffres qu'il y a, donc W1, c'est le bassin versant 1, donc c'est la rivière Châteauguay. W8, c'est le bassin versant de la rivière Chaudière. Et puis le premier chiffre en haut dans le tableau, le 126, ça correspond à la recharge totale annuelle de la nappe phréatique. Puis les chiffres qui sont en dessous, 74 pour la rivière Châteauguay, ça c'est la recharge pendant les mois d'hiver, donc de décembre à mars. Et puis le WM, ce sont les mois chauds, donc de mai à novembre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 1981 et 2010, qui est la période de référence, dans la rivière Châteauguay, on avait une recharge de 126 mm à l'échelle de l'année, qui était essentiellement durant les mois d'hiver de 74 mm et durant les mois d'été seulement de 31 mm. Et on peut voir que dans ce bassin versant, plus le temps passe dans les projections climatiques, donc 2011, 2040, 2041, 2070, 2071, 2100, plus la recharge totale annuelle va augmenter. Donc, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il va y avoir un certain décalage dans la recharge, c'est-à-dire que la recharge va augmenter durant les mois d'hiver, mais elle va diminuer durant les mois d'été. Puis on va voir après pourquoi. Ce qui est assez rassurant, c'est de voir que dans tous les bassins versants qui ont été couverts dans cette étude, on obtient à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on regarde le bassin versant de la rivière Chaudière à l'extrême, on a une recharge qui est très similaire, voire légèrement supérieure même, avec les changements climatiques. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que la recharge augmente? En fait, on peut l'expliquer par l'effet différencié des changements climatiques sur le bilan hydrique au cours de l'année. Ici, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est au Québec en général, le bilan hydrique mensuel, donc chaque point, c'est un mois. En noir, c'est pour la période historique. On fait la différence entre les précipitations, donc combien est-ce qu'il tombe sous forme de pluie ou de neige durant le mois de janvier, et combien est-ce que la végétation va évaporer d'eau et combien est-ce que le sol va perdre d'eau aussi. Donc, combien la végétation va transpirer, combien le sol va évaporer. Ici, on parle de l'évapotranspiration potentielle. Et en gros, quand ce bilan hydrique est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pleut plus que ce que les plantes et le sol va évapotranspirer. Et donc, à ce moment-là, on est en mesure d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans le sol, potentiellement jusqu'en profondeur. Et donc là, on peut voir que dans la courbe en noir, historiquement, on est en surplus d'eau pendant les mois d'hiver jusqu'au mois d'avril. À partir du mois de mai, on a un point tournant où là, de mai jusqu'à août, voire septembre, on a un déficit hydrique, c'est-à-dire qu'il pleut moins que les besoins en eau. C'est pour ça que les sols sont toujours plus humides à la fonte de la neige et qu'ils sont toujours beaucoup plus secs à la fin de l'été. Et on retrouve à partir du mois de septembre une inversion. Et puis la courbe en rouge, ce qu'elle montre, c'est que en fait, ces tendances vont être exacerbées dans le futur. L'hiver, parce que les précipitations vont augmenter sous forme de pluie et de neige, on va avoir un bilan hydrique qui va être encore plus positif. Donc, on va avoir plus d'eau qui potentiellement va pouvoir donc recharger les nappes phréatiques. Inversement, l'été, le déficit va être plus important en climat futur et donc on va avoir moins d'eau qui potentiellement va pouvoir rejoindre les nappes. Ça, ce que ça va avoir pour conséquence, c'est potentiellement, on pourrait aussi observer un décalage. Puis ça, c'est une figure qui est ici issue d'une étude qui a été faite par l'Université du Québec à Rimouski pour le bassin Laurent, où en fait, on voit ici, illustré sur le graphique en haut, la recharge mensuelle de la nappe phréatique. Et puis, par les flèches, ce qu'on illustre, c'est le fait qu'on s'attend avec les changements climatiques à ce que les grandes périodes de recharge, donc à la fonte de la neige, et puis à l'automne, avant que les précipitations soient sous forme de neige et que les sols soient gelés, on s'attend à ce que, d'une part, la quantité totale qui va rejoindre les nappes phréatiques augmente avec le temps, mais aussi qu'il y ait un petit décalage dans ces périodes de recharge du fait des phénomènes que je viens d'expliquer juste avant.
Donc, si on résume, a priori, quand on prélève de l'eau souterraine, au jour d'aujourd'hui, les connaissances qu'on a semblent indiquer que parce que les précipitations seront en hausse, donc en augmentation à l'automne, hiver et au printemps, on risque d'avoir une recharge qui sera supérieure. Et donc, on pourrait s'attendre, a priori, que dans les aquifères où aujourd'hui on est capable de prélever de l'eau en quantité suffisante, encore une fois en lien avec la productivité de l'aquifère, que cette tendance reste valable et puis qu'on puisse continuer à en prélever autant qu'on en a besoin. Maintenant, si on passe au deuxième source d'eau possible, donc l'eau de surface, ici le portrait est un petit peu différent. Si on parle déjà des cours d'eau, bon, c'est sûr que là aujourd'hui il y en a pas de producteurs qui prélèvent de l'eau dans des cours d'eau. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que les débits des cours d'eau vont être influencés par les changements climatiques. Là aussi, c'est une illustration qui provient d'Ouranos et aussi des simulations que Hydro-Québec fait dans l'optique de la gestion des barrages. Ici, c'est pour la rivière, donc pour le bassin versant de la rivière des Outaouais. Ce qu'on sait, c'est que les débits vont être influencés par les changements climatiques. La crue au printemps va être plus tôt. Les débits vont augmenter en hiver et à l'automne. Et par contre, les débits des cours d'eau vont diminuer au cours de l'été. Donc, si éventuellement même vous avez des petits prélèvements d'eau au pâturage dans des petits cours d'eau, l'été, qui est la période où vous avez le plus besoin d'eau probablement pour vos animaux, c'est là où vous pourriez avoir le plus de problèmes d'approvisionnement qui risquent de s'aggraver dans le futur. Puis, on a au Québec l'Atlas hydroclimatique qui permet justement de faire des projections pour les grands cours d'eau, mais c'est surtout probablement des producteurs qui font de l'irrigation des cultures qui sont concernés par ces chiffres. Pour ce qui est maintenant des eaux de surface, quand on pense ici à des puits de surface ou à éventuellement des prélèvements dans des étangs, qu'est-ce qu'on sait de l'impact des changements climatiques? On en sait un petit peu moins. Je dirais en général, le niveau de connaissance est un petit peu plus faible que sur les eaux souterraines parce que c'est souvent moins documenté. On a moins de puits dans lesquels on fait des suivis. Mais néanmoins, ce à quoi on peut s'attendre quand même, c'est du fait de cette fameuse accentuation du déficit hydrique l'été à avoir peut-être une baisse du niveau des nappes durant l'été. Ça, on peut vraiment l'expliquer si on fait ici une petite représentation graphique des niveaux de nappes. Vous avez ici sur le graphique à droite, la ligne en noir représenterait le niveau de la nappe actuellement, puis en rouge, ça serait en climat futur. Et puis, à la fin de l'hiver, à la fonte de la neige, très souvent, les niveaux des nappes phréatiques de surface sont très élevés. Donc, la nappe est très, très proche de la surface du sol. Ça, on observe ça quand même dans beaucoup de régions au Québec. Puis après, plus le temps passe, plus le niveau de la nappe va baisser au fur et à mesure que la végétation et le sol vont évaporer et transpirer de l'eau et où les précipitations vont commencer à ne plus suffire pour finalement combler les besoins en eau. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, puis c'est déjà ce qu'on observe actuellement, c'est que les niveaux des nappes de surface baissent au cours de l'été. Mais avec les changements climatiques, du fait de l'évapotranspiration qui va augmenter, on pourrait s'attendre à ce que les niveaux des nappes baissent davantage et puis que ça se traduise peut-être dans certains cas par des puits de surface qui ne sont pas très profonds, dans lesquels on pourrait rencontrer un enjeu de disponibilité de l'eau, de la même façon que dans les éventuels étangs qu'on utilise pour faire l'irrigation des cultures, par exemple. Donc, on pourrait s'attendre, d'un point de vue théorique, à ce que ce type d'événement soit plus fréquent, voire que les niveaux des nappes baissent plus profondément que ce qu'on avait l'habitude jusqu'ici. Soit dit en passant, c'est déjà ce qui s'est passé, par exemple, en Estrie en 2021, quand on a eu beaucoup de producteurs qui avaient des problèmes d'accès à l'eau. C'était souvent des eaux de surface qui étaient manquantes. Les eaux souterraines, on a seulement quelques régions au Québec dans lesquelles on a un enjeu de disponibilité de l'eau avec des niveaux de nappe qui baissent. C'est loin d'être la majorité du territoire. Donc, à ce jour, par rapport au changement climatique sur les eaux de surface, ça semble probable qu'il y aura moins d'eau dans les cours d'eau durant l'été. Donc, si vous utilisez de l'eau qui provient de petits cours d'eau, ça pourrait être un enjeu, mais aussi par rapport aux puits de surface. Donc, pour conclure, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que si vous utilisez de l'eau souterraine et que actuellement elle est disponible en quantité et que vous avez peu d'enjeux, il est fort probable que ça soit pas un enjeu beaucoup plus important dans le futur. Par contre, pour l'eau de surface, ça pourrait être un enjeu un peu plus important.
Et puis là, tout l'enjeu va être d'être capable d'évaluer quelle est finalement votre réserve ou la capacité de votre puits. Et puis là, c'est des ressources spécialisées qui peuvent éventuellement vous aider pour faire cet exercice. Donc sur ce, je vous remercie, puis je te redonne la parole, Stéphanie. Bon, que je reprends à la pause où nous étions rendus pour vous présenter, en fait, bon, je vais être capable, un peu les pistes de réflexion que le projet des Basques a généré. Donc, de poursuivre là, le constat, en fait, puis c'était intéressant là, avec les résultats qu'on a vus de votre part là, euh, c'était un échantillon aléatoire. Je ne sais pas, vous êtes où au Québec, mais l'idée du projet, en tout cas, c'était d'avoir un portrait plus grand au niveau du Bas-Saint-Laurent. Je vais vous parler du PAR dans une minute. Vous avez vu, j'ai parlé d'identification des puits, donc peut-être relancer la campagne d'identification des puits comme piste de réflexion, sensibiliser les entreprises à la désinfection des puits et des lignes à eau, réaliser des diagnostics sur les entreprises pour investiguer les risques potentiels de contamination de l'eau. Vous avez vu, j'ai parlé des nitrates, donc vraiment avoir une gestion saine autour des puits et enquérir et vulgariser les informations sur les différents systèmes de traitement d'eau et de leur efficacité. Questionner sur la quantité d'eau disponible et offerte aux animaux dans le temps et selon la régie quotidienne. Je pense que ça vient faire un petit plus sur ce que Sylvestre venait de dire, donc tout dépendamment le type de puits, mais de vraiment voir les besoins en eau et les débits d'eau offerts disponibles, voir si des réserves devraient être pertinentes là, pour vraiment réussir à satisfaire les besoins en eau là, durant toutes les périodes là, de l'année. Donc, un des gros projets que le projet des Basques a conduit, c'est un appel de projet dans le programme, dans le PAR. Le PAR, c'est le plan d'action de l'approche régionale. Ça se trouve être un volet du programme Prime Vert. Donc, généralement, c'est des projets, c'est beaucoup des projets au niveau de l'agro-environnement qui touchent des rivières, qui touchent la biodiversité. En tout cas, dans la région du Bas-Saint-Laurent, c'est beaucoup des choses comme ça. Et le projet des Basques a quand même permis d'identifier le fait que c'était un enjeu d'ordre aussi agro-environnemental, donc un enjeu global de la gestion de l'eau. Et on a réalisé un appel de projet pour faire justement un portrait au niveau de l'élevage sur le territoire là, du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est peut-être pas écrit gros, là, mais ça donne un peu l'idée. Là, j'ai mis un copier-coller de l'appel de projet. Et c'est le Club Fertilisation 2000, les consultants JMP qui ont postulé à l'appel de projet. Donc, l'équipe de projet en place, c'est menée par Julie Potvin, Stéphane Bégin et Pierre-Luc Lisotte. Ainsi que plusieurs partenaires. Là, en fait, il y a un comité consultatif dont je fais partie et des partenaires et des experts actifs là, dans le milieu qui sont venus aussi là, bonifier la réflexion autour du projet. En fait, le projet des Basques a comme mis la table et le PAR, en fait, ils ont profité de nos bons coups et évité les erreurs qu'on a pu commettre là, dans la mise en place là, d'un questionnaire et d'un protocole pour réaliser le portrait là, auprès d'une cinquantaine de participants. Donc, le livrable, ce qui est attendu de ce projet-là, c'est un portrait régional qui va être élaboré grâce à des données de diagnostic. Il va y avoir des outils de sensibilisation et d'information aussi qui vont être produits, donc qui vont venir répondre justement aux pistes de solutions que je vous mentionnais tout à l'heure sur le protocole de désinfection, sur investiguer
sur les systèmes de traitement d'eau, des pistes de solutions et une série d'activités de diffusion aussi pour vraiment venir informer là, les producteurs agricoles, les sensibiliser au niveau de cet enjeu-là. Et le rapport final est prévu en février 2024. Donc, Nathalie pourra, rendue là, envisager de vous présenter la suite ou les grandes conclusions de ce projet. Donc, je vous remercie pour ma part. J'ai complété ma présentation.